commenter tout ça, on va démarrer la première table ronde tout de suite. Alors j'appelle à venir me rejoindre sur scène Daphna Mouchnik, qui est fondatrice de Logis Vitae, Dominique Vitae, et qui est également auteure. Delphine Dupré-Lévesque, qui est anthropologue et auteur. Didier Armingaud, vice-président de la Fondation Corian pour le bien vieillir et directeur médical éthique et qualité du groupe Corian. Et Serge Guérin, qu'on ne présente plus. Merci beaucoup. Ça va, tout le monde est bien installé, c'est bon. Alors, Serge, on va commencer avec toi pour commenter ces résultats du baromètre. Est-ce que tu retrouves dans ces résultats finalement les tendances de la contribution des seniors, des aînés à la société de demain? Oui, alors, pour aller très vite, on remarquera donc que la question d'utilité, c'est la question de l'autonomie. Et c'est vrai, comme tu le disais, on pouvait s'attendre à ce que les gens parlent de leurs photos, de choses comme ça. Non, c'est d'abord, je veux être autonome. Je veux être autonome parce que tout le discours politique, tout le discours idéologique de nos sociétés, qui se défend, c'est la conquête de l'autonomie. De certaine manière, le siècle des Lumières, c'était permettre à chacun de se libérer de ses origines pour conquérir sa propre autonomie et construire soi-même son projet. C'était d'ailleurs une belle utopie et un beau projet. Et d'une certaine manière, ça se traduit de cette manière très très concrète. Je veux être autonome, et pour être autonome, je veux tout simplement rester un citoyen. Et pour rester un citoyen, eh bien, c'était la formule de Léo Ferré, un poète vaut papier. Et bien, à un moment donné, j'ai besoin de mes papiers. C'est vraiment ça qui exprime les choses de manière très très forte. Et on voit bien ensuite ce qu'il y a derrière, les autres éléments. Et le deuxième élément, c'est compter sur moi. J'ai besoin de compter sur les autres. Mais dans cette notion de compter sur les autres, il faut aussi qu'on puisse compter sur moi. Et de dire donc être autonome, être utile, c'est pouvoir aider les autres. Et cette notion-là, elle est extrêmement importante. On la retrouve dans plein d'autres endroits. J'ai un rôle social parce qu'on peut compter sur moi. Et c'est une manière aussi d'exister. Et puis juste la troisième chose, c'est qu'on remarquera, dans une autre des slides, on voit le sentiment d'être utile, le sentiment finalement d'avoir un sens à sa vie. Et on remarquera quand même que donc les plus âgés monte au-delà de 85%, mais qu'en moyenne de la société française, il y a toujours à peu près 25% de la population qui finalement ne se sent pas utile. Ce qui est quand même beaucoup. Une personne sur 4 n'a pas le sentiment d'être utile. Cherchez pas plus loin la difficulté du pays, des éléments comme ça. Si je ne me sens pas utile, je ne me sens pas citoyen, je ne me sens pas bien dans ma peau, je ne me sens pas bien dans mon pays, je ne me sens pas bien dans ce collectif. Donc c'est important aussi de se dire que peut-être que les plus âgés qui se sentent finalement plus utiles, parce qu'ils peut-être qu'ils ont une vision de l'utilité un peu différente, ont là aussi un rôle presque de transmission ou de travail à faire avec les plus jeunes sur cette notion de comment on est tous utiles d'une manière ou d'une autre à la société. Merci beaucoup. Alors effectivement, ce sentiment d'utilité est fort, alors y compris pour les plus âgés et y compris en maison de retraite. On voit que près de la moitié des répondants estiment que l'on peut continuer à se sentir utile en maison de retraite. Alors Didier Armingaud, justement en EHPAD, comment est-ce qu'on valorise ce rôle social? Comment est-ce que on continue d'impliquer finalement les aînés dans les décisions qui les concernent? Moi, j'y verrais deux champs essentiels. D'une part, le rôle social et puis cette notion d'utilité, on a vu déjà d'autonomie. Le rôle social, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les maisons de retraite médicalisées, avec l'évolution en âge, l'évolution des maladies chroniques, de la longévité, on a dans nos établissements de plus en plus de personnes avec j'irais un grand âge et une perte d'autonomie souvent importante liée à des pathologies neurodégénératives. Donc c'est vrai qu'on est un peu focalisé actuellement sur des personnes que l'on estime être en perte d'autonomie parfois, notamment dans la notion de décision et de choix.
chose qui n'est pas finalement le cas. Et donc aujourd'hui, le travail, c'est vraiment comment redonner à toute personne la place dans cette mini-société qu'est l'établissement. Donc ça passe en effet par des choses très réglementaires qui sont la place qui doit être laissée et donnée à ces personnes dans des lieux quand même de décision, d'arbitrage, d'orientation que sont le conseil de vie sociale, qui, c'est vrai, c'est toujours complexe, mais il faut vraiment se mettre en capacité de pouvoir laisser les personnes décider. Et puis ça passe par des choses beaucoup moins, on va dire, réglementées, mais que sont toutes ces communautés et toutes ces réunions que l'on peut imaginer avec les personnes qui sont accueillies et qui vivent dans ces établissements pour décider de choses de la vie courante. Ça va du choix des repas, mais ça va sur les choix des activités, sur le sentiment de participer à de petites communautés sur des activités, sur des intérêts et des centres communs. Donc ça, c'est pour nous des choses extrêmement importantes de créer ces clubs et cette notion de communauté, de partage, de se sentir finalement utile à l'autre parce qu'on participe soi-même à cette vie de cette mini-collectivité. Après, pour les personnes que l'on va dire avec des fonctions cognitives, des troubles exécutifs les plus développés, il faut vraiment se mettre en situation de toujours pouvoir leur donner la possibilité, le choix de participer à des activités. Je pense que l'important, on l'a vu dans ce sentiment d'utilité, c'est d'être actif, d'être acteur finalement de sa vie, peu importe le degré qu'on y met, nous, d'importance. On a vu tout à l'heure, c'est vrai, quand j'avais vu ces chiffres et que je vois apparaître cette notion de choisir ses habits, enfin, ici dans la salle, ça peut nous paraître tellement basique, mais finalement, quand on est très âgé et qu'on se retrouve dans un monde qui fait tout pour vous, souvent à bon escient, enfin, pour vous aider, ne plus avoir ne serait-ce que cette possibilité à un moment donné d'émettre son choix et sa décision pour donner un avis sur le choix de ses habits du matin, ça peut nous paraître, nous, très 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 futile, mais non, ce sont des choses très très importantes. Donc ça, c'est rappeler en permanence que quel que soit le niveau de décision, pour la personne qui la prend, c'est important. Et c'est ce sentiment finalement de rester quelqu'un et d'être autonome. Il y a un autre élément que je note aussi, c'est cette notion d'aller et venir. Et Dieu sait que les établissements ont été à une époque comparés à des prisons. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas un lieu quand même de prison d'empêcher une personne de sortir elle-même et seule ? Pourquoi ? Parce que simplement on a peur qu'il lui arrive quelque chose. Et souvent c'est un peu ce qui initie l'entrée dans une maison de retraite. Donc aujourd'hui, c'est toute cette réflexion autour de l'établissement qui doit rester un lieu ouvert, bien sûr en mettant en place peut-être des stratégies. Et on a vu, vous avez parlé tout à l'heure du digital, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe des solutions qui doivent nous permettre, en tout cas, de redonner cette possibilité à garder ce choix d'entrer et de sortir dès l'instant que l'on met quand même la personne dans un environnement sécurisé. Voilà. Ça me paraît extrêmement important de laisser la personne dans son identité d'individu et pas simplement un objet de soin. Remettre la personne au centre. Complètement. Effectivement. Merci Didier. Alors, Delphine Dupré-Lévesque, remettre la personne au centre, personnaliser effectivement l'accompagnement, cela suppose une capacité importante d'adaptation des établissements. Il faut peut-être, je pense qu'on est tous en train de repenser un modèle différent d'établissement. Comment justement mettre en place des organisations plus favorables à la liberté de choix et au pouvoir d'agir des résidents? Merci. Oui, alors par rapport à cette liberté, justement, Didier parlait un peu de la notion d'enfermement lorsqu'on parle des EHPAD, mais en fait, quel enfermement à domicile ? C'est-à-dire bien sûr que tout le monde veut rester autonome et on voit que le sentiment d'utilité passe par cette autonomie. Alors je vais reprendre en fait un petit peu le diaporama parce qu'il ne peut pas être affiché, mais au niveau de l'autonomie et de rester indépendant, c'était gérer entièrement son quotidien sans avoir à demander de l'aide, gérer son budget, ses papiers administratifs, participer aux tâches ménagères. Le deuxième, c'était soutenir ses proches, remonter le moral, donner son avis, un conseil, transmettre un savoir, un souvenir, rendre service. Et le troisième, c'était très important, c'est être ouvert sur le monde, donc participer à l'économie locale, donc en allant dans les petits commerces de proximité, aller sur Internet, participer à des activités de groupe. Si vous êtes à domicile, une femme seule de 75 ans à domicile en fauteuil roulant,
c'est quand même très compliqué. Vous êtes dépendant en fait en permanence de l'auxiliaire de vie qui va pouvoir venir vous accompagner, mais quelques heures par semaine, dépendant de votre proche aidant, si vous avez la chance d'en avoir un. Donc évidemment, toute la gestion, vous êtes dans l'attente permanente et vous êtes enfermé à votre domicile parce que même si lorsque il s'agit de soutenir ses proches, vous n'êtes pas en force pour soutenir votre proche, votre aidant arrive, il est plutôt fatigué, il est plutôt secoué, et si en plus, voilà, on ne va pas venir demander un conseil à cette personne-là. Et puis, pour finir, se déplacer en fauteuil roulant, déjà, il y a très peu d'habitations qui le permettent, c'est-à-dire même si vous avez un ascenseur, il n'est pas forcément adapté pour se déplacer comme il faut en fauteuil roulant. Une fois, admettons que vous ayez tout, que vous soyez de plein pied, il faut que le trottoir devant chez vous soit assez large aussi pour pouvoir vous déplacer, et qu'enfin, la boulangerie pour faire dans le commerce de proximité soit adaptée aussi au fait que vous puissiez y aller en fauteuil. Donc finalement, cette personne, elle va se retrouver dans un isolement extrêmement important, alors que est donc privée de beaucoup de liberté et être très dépendante. Et si au bout d'un moment, voilà, on va retrouver la même personne en EHPAD, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour tout ce qui est de gérer, on va dire, son quotidien, l'EHPAD est là pour compenser justement et puis pour lui permettre d'accéder à cette autonomie. On va gérer son quotidien, on va l'aider à se laver, etc. Et il y aura quelqu'un 24 heures sur 24 pour faire ça. On voit que votre aidant qui va venir vous rendre visite, vous allez enfin pouvoir vous asseoir à côté, vous n'allez pas être dans une relation de dépendance. On dit les petits achats qui sont très importants. Donc la personne va s'organiser pour acheter des petits gâteaux, pour les partager avec vous. Et soit elle aura envoyé un résident faire ses petits achats et elle aura participé. On sera dans le don et contre-don qu'on retrouve dans la nécessité d'exister dans les EHPAD. Et enfin, être ouvert sur le monde. Évidemment, on voit qu'il y en a plein là, qui utilisent Internet, sauf qu'effectivement, le questionnaire et par Internet, donc forcément ils l'utilisent. Il faut quand même avoir bien conscience que les personnes de plus de 80 ans, elles ne sont pas toutes hyper à l'aise et elles n'ont pas toutes Internet à domicile. Donc cette vieille femme à domicile isolée, son ouverture sur le monde via Internet, c'est un peu compliqué. Une fois qu'elle est en EHPAD, par contre, vous avez des tablettes, vous avez des Skype, vous avez des smartphones qui vont pouvoir vous permettre d'échanger et d'avoir une initiation même à Internet. Donc vous allez pouvoir apprendre et découvrir des tas de choses. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, après, donc on a parlé des proches et l'ouverture sur le monde, et puis l'EHPAD va aussi vous permettre d'avoir des sorties vers l'extérieur puisque vous êtes dans un endroit adapté. Alors pour reprendre quand même, je suis désolée, je vais être un tout petit peu longue, mais sur le baromètre, sur se sentir utile, au niveau de l'EHPAD, c'est de recevoir ses proches, garder la liberté de sortie. Alors, garder la liberté de sortie. Vous voyez bien que quand vous êtes à domicile en fauteuil roulant, non, c'est là que vous accédez à la liberté de sortie. Choisir ses vêtements, eh bien, oui, on peut l'espérer et on sait que ce n'est pas toujours évident. Au niveau des petites dépenses, on l'a vu comment faire, et participer à des activités extérieures et avoir une connexion Internet. Donc, sur l'organisation, repenser le modèle. Bien sûr, on peut tout révolutionner en EHPAD, et je pense que dans la deuxième partie de la table ronde, on en parlera. Mais aujourd'hui, finalement, il y a des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Il y a des organisations qui permettent justement d'accéder à toute cette liberté. Et c'est souvent quand on est dans une organisation trop rigide, une organisation qui ne permet pas d'avoir la liberté de se lever à 10h du matin, d'avoir sa douche à 5h de l'après-midi. Il faut vraiment partir de la volonté et être à l'écoute, en fait. C'est vraiment être à l'écoute. L'organisation, pour qu'elle fonctionne, c'est être à l'écoute et transmettre, en fait, les aspirations à l'ensemble des équipes. Souvent, ce sont les personnes du quotidien, ce ne sont pas les soignants, ce ne sont pas les infirmiers, ce n'est pas le médecin coordinateur qui sont le plus proches des résidents, ce sont bien les agents d'entretien, ça va être la coiffeuse, ça va être le cuisinier, etc., qui va pouvoir avoir des temps de conversation avec la personne, qui va pouvoir comprendre ses aspirations, pour lesquelles on va pouvoir mettre en place les fameux clubs. Et ça se partage, ça s'inscrit dans ce qu'on appelle le projet personnalisé qui se co-construit. Donc aujourd'hui, effectivement, l'idée, c'est d'aller un maximum vers... Il y en a beaucoup encore. Non. Non, je vais juste finir pour dire que la liberté, finalement, en EHPAD, ça s'organise. Et que, pour finir, c'est vrai qu'on est de plus en plus en train de parler de l'EHPAD hors les murs. Mais voilà, ouvrez, on a
on s'est tellement renfermé. Or, l'une des premières recommandations de l'ANESM, c'était l'ouverture de l'établissement sur l'extérieur. On commence juste à en reparler, mais voilà, ouvrons les portes, et dans les deux sens, c'est-à-dire que les gens puissent sortir et que les autres puissent venir. Voilà, pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors effectivement, être à l'écoute, les échanges sont des notions importantes. Dafna Mouchnik, vous êtes la fondatrice de Logis Vitae, qui est une société de maintien à domicile. La question que l'on voulait aborder avec vous, c'était finalement la place des aînés dans la société et les différences culturelles. On le sait, on est dans un secteur où les soignants ont des origines culturelles diverses et variées, et on pense, on le voit en EHPAD, mais j'imagine aussi à domicile, que c'est une véritable chance. Puisque je pense que la France n'est pas forcément la société modèle pour justement la prise en compte et la place à donner aux aînés dans la société. Donc finalement, est-ce que ces diversités culturelles ne sont pas une vraie opportunité pour ce métier et pour les aider justement? Bonjour à tous. Juste pour rebondir sur ce que disait Delphine, je partage beaucoup de choses qui ont été dites. C'est vrai que le paradoxe par rapport à ce qu'on s'imagine du domicile, c'est que bien souvent, compte tenu de la réalité des services d'aide à domicile et du peu de temps d'intervention dont on dispose, les gens sont enfermés et isolés chez eux, alors que tout devrait être fait pour qu'au contraire, les interventions d'aide à domicile soulagent véritablement les aidants naturels, les familles, les proches, pour que quand les proches viennent, ils n'aient qu'à profiter de ce qu'ils aiment. Et en fait, on sait bien qu'on est dans une toute autre réalité et que les aidants s'épuisent dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui. Et on attend beaucoup de la loi en préparation dans quelques mois. Pour répondre à votre question, la réalité aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça reste quand même des métiers peu valorisés, à tort d'ailleurs, difficiles parce que, pour les raisons que je viens d'expliquer, des plans d'aide fractionnés, des petits passages. Il y a aussi des choses réelles à prendre en compte pour améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile, qui ferait qu'on ferait tomber un certain nombre d'a priori et qu'il y aurait peut-être plus de gens qui auraient envie de faire ce métier. Et effectivement, beaucoup de gens issus de l'immigration réalisent ce métier. Moi, je me méfie toujours un peu de dire que c'est bien parce que dans leur culture, la place des aînés, tout ça, c'est vrai. Mais pour autant, il ne suffit pas de recruter une dame d'Afrique du Nord ou d'Afrique noire pour être sereine et de se dire elle va bien s'occuper parce que dans sa culture, non. Donc d'abord, on choisit une professionnelle pour ses compétences, ses valeurs humaines, et après, effectivement, une fois qu'on a fait ça, on s'enrichit en plus d'une culture différente si la personne est de culture différente. Moi, ce qui me plaît beaucoup dans cette situation présente, parce qu'effectivement, moi, par exemple, pour prendre l'exemple de mon équipe, je pense qu'elle est composée à 70% de femmes issues de l'immigration. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'en fait, ces vieilles personnes que nous accompagnons, eux, ils n'ont pas été à l'école de la diversité. C'est-à-dire que cette population, ils ne l'auraient pas connue, ils ne l'auraient pas côtoyée si à un moment donné, ils n'avaient pas eu besoin d'aide à domicile. Donc moi, je trouve que dans l'action concrète de lutte contre le racisme, contre les préjugés, dans un contexte où on a extrêmement peur, où on a traversé une vague d'attentats et donc du coup on a entendu des choses terribles. Voilà, donc là je trouve ça hyper intéressant parce que en fait les gens, forcé de constater qu'on ne peut pas généraliser, on ne peut pas. Donc moi voilà, à titre personnel ça me plaît bien. On a une spécificité dans mon service, c'est qu'on a un projet particulier autour des survivants de la Shoah. Et je trouve ça hyper chouette que ce soit des dames musulmanes d'Afrique noire, des dames catholiques issues de l'immigration qui s'occupent de nos vieux juifs à Paris, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose de très fort.
Et sans faire d'angélisme, vraiment, ça fonctionne bien. En réalité, la différence la singularité des uns fait qu'on se retrouve dans l'autre, en fait. Le fait que ce soit deux populations singulières avec une histoire singulière, avec le regard et le poids des préjugés, etc. Je trouve que finalement, ces populations se trouvent énormément de points communs et que nos différences, en réalité, nous rassemblent. Donc, de ce point de vue-là, je trouve ça assez fabuleux. Une vraie altérité. Merci beaucoup. Alors Serge, on va continuer effectivement sur d'autres points du baromètre, un petit peu plus négatifs, puisque voilà, on a pointé du doigt les différences entre les hommes et les femmes et les inégalités qui finalement ont l'air de s'accroître avec l'avancée en âge. Quel est ton regard de sociologue sur cet aspect-là ? C'est vrai que sur l'étude, c'est vraiment très net. On demande aux hommes de plus de 65 ans, de plus de 80 ans, comment ça va ? À 80%, ça va très bien. Et on demande aux femmes de plus de 65 ans, on est à 75%, et à plus de 85 ans, on est à 57%. C'est bien d'ailleurs, pour moi c'est très bien, 75, 57, il suffit juste d'inverser, donc c'est facile à retenir, mais elles n'ont pas fait exprès. Mais n'empêche que c'est vrai que, alors on peut se dire quoi ? C'est-à-dire que les hommes sont par nature, comme ça, moins lucides, ou moins francs, ou je ne sais quoi, ou à l'inverse, les femmes se plaignent plus. C'est quoi ce qu'il y a derrière ? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, comme sur d'autres choses, il est souvent socialement plus difficile d'être une femme que d'être un homme, et sans doute qu'avec l'âge, les choses s'accroissent. Les choses s'accroissent pour au moins deux raisons. La première, c'est que ce sont souvent les femmes qui font le job. Par exemple, les aidants sont majoritairement des aidanteux. Donc c'est souvent des femmes qui ont accompagné leurs compagnons, par exemple, à des moments de déclin ou de difficulté, et donc qui subissent, et donc qui se fatiguent. Il y a certainement quelque chose autour de ça. On est encore à une génération où les personnes de plus de 80 ans, les femmes de plus de 80 ans, vivent sur la retraite de leurs compagnons. Donc là aussi, il y a aussi donc une difficulté économique sans doute plus forte. Je rassure, hein, les femmes qui arrivent aujourd'hui à la retraite ont leur propre retraite, mais comme elle est encore beaucoup plus faible que celle des hommes, elles continueront d'être aussi dans cette difficulté-là. On voit bien qu'il y a à la fois sans doute un regard social plus difficile pour une femme que pour un homme de vieillir, y compris dans le regard de l'autre. Plus difficile parce que souvent des femmes qui ont eu plus de responsabilités, y compris dans l'accompagnement de l'autre, à savoir leur compagnon s'il est là, que par ailleurs ce compagnon en question, il est quand même moins résistant, donc il a tendance à partir avant. Donc c'est aussi des femmes qui se retrouvent plus souvent dans la solitude, dans l'isolement, donc ce qui rend aussi les choses évidemment plus difficiles, le tout corsé par des problèmes de pouvoir d'achat plus rudes. Donc tout ça évidemment explique que globalement il soit plus délicat, où les femmes assument plus facilement de dire non, c'est pas facile, ou non, ma situation est plus difficile. Et puis on remarquera aussi dans l'étude que cette césure est très forte sur le au-delà de 80 ans. Donc on voit bien, on dit alors, les médecins nous l'explicitent beaucoup, il y a un moment où le risque, la prévalence d'être en perte d'autonomie est plus forte. Plus j'avance en âge, et à partir du moment où il y a sans doute autour de 80 ans quelque chose qui se passe. Il faut avoir en tête, juste sur cette question-là, qu'on a beaucoup parlé du papy-boom. Ce qui est d'ailleurs une erreur, on devrait parler de mamie-boom, hein, en termes tout simplement démographiques. Mais le mot est d'une violence et d'une bêtise absolue. On aurait dû parler de sexaboom, c'est-à-dire les gens qui arrivent à la soixantaine ou à la soixante-dizaine. C'est ça l'enjeu. Et donc on s'est aperçu qu'en termes physiques, en termes mentaux et ainsi de suite, il n'y avait pas de problématique particulière. En revanche, autour des 80 ans, il se passe sans doute quelque chose. Or, le autour des 80 ans, l'effet du baby-boom qui va devenir non pas un sexaboom ou un septuaboom, mais un octaboom, un vrai papy-boom ou un vrai mamie-boom, c'est demain. C'est à partir de 2026 où vraiment il va y avoir une augmentation tous les ans d'à peu près 250 000 personnes en plus. On va passer de 2 millions de personnes à plus de 5 millions de personnes depuis 80 ans par exemple. Et donc là on voit bien, et c'est demain, 2026 c'est vraiment demain, quoi. Donc là on voit bien aussi, juste en regardant cette étude, combien il y a un enjeu de santé publique et combien on peut espérer que les réformes donneront, enfin que les débats, les 175 propositions du rapport Libaud, ainsi de suite, donnent lieu à une loi qui ait des effets. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est juste avant le précipice. Merci beaucoup. Alors,
toujours dans le champ des discriminations, ce qui nous a beaucoup étonné finalement, et on va en parler avec vous, Delphine Dupré-Lévesque, c'est que finalement les personnes âgées elles-mêmes semblent avoir accepté une forme d'autodiscrimination, de discrimination à leur encontre. Enfin, comment lutter contre ça et justement réaffirmer les droits des plus âgés? Alors dans le baromètre, moi, ce qui m'a le plus choqué, on en parlait avec Didier, c'est quand même le sentiment de bien-être qui a vraiment en 6 ans chuté de manière, à mon avis, catastrophique. Parce que là, ça veut dire que, alors qu'ici, autour de cette table et dans la salle, on lutte contre l'agisme depuis des années, finalement, le combat ne fait que commencer. Il va falloir vraiment travailler très fort pour arriver à changer cette image et cette perception lié à la vieillesse. Et alors, par contre, grâce notamment à la Fondation Corian et au plateau et à la chance qu'on a eue de rencontrer donc Audrey Dufeu-Schubert, qui va être missionnée finalement, elle, pour améliorer la place et l'image des personnes âgées dans notre société. Et ce rôle-là, il est lié aussi au rapport Libault, c'est la première mesure du rapport Libault. Donc, du coup, j'ai lu le rapport Libault et j'ai essayé d'analyser le vocabulaire qui était utilisé, parce qu'on voit bien que tout passe par le vocabulaire. Donc, ils ont été très, très vigilants. Mais malgré tout, ils ont laissé quelques gros mots. Donc, jamais on va parler de vieux ni de dépendance dans ce rapport. On va parler du grand âge, des aînés, des personnes âgées. On va parler de situations de fragilité, de handicap, de prestations autonomie, de personnes accompagnées et de dépenses moyennes de soins, et non plus du coût de la dépendance. Donc, vous voyez que le choix des mots est important. Il y a du progrès. Il y a quand même du progrès par rapport à... Alors, il y a du progrès, il y a un travail énorme qui a été fait, et puis on s'aperçoit, quand on va plus loin dans la lecture, qu'il y a encore des mots qui échappent, parce que finalement, on les a tellement mis au fond de notre cerveau que ça nous paraît tout à fait normal, même si là, il y a eu des relecteurs qui ont travaillé sur ces vocabulaires-là. Et là, on va retrouver le terme de perte d'autonomie, donc on parle bien de vieillissement en tant que perte, au lieu de parler peut-être de limitation, et de prise en charge. Donc la charge, c'est quand même un sacré fardeau, donc, alors qu'on pourrait vraiment depuis longtemps parler de la prise en soin. Donc on voit, et le troisième gros mot, on va dire que c'est le mot EHPAD. Donc il n'est pas défini, mais on sait que le dernier mot de EHPAD, ça veut dire dépendance. Donc ils ont juste utilisé l'acronyme. Et d'ailleurs, ils ont bien conscience en mesure 64 qu'il faut changer absolument l'appellation de EHPAD et de le transformer en maison du grand âge ou maison médicalisée des seniors. Alors là, au secours, parce que je ne vois pas l'amélioration entre maison médicalisée ou continuer à bien isoler le grand âge. Donc là, je pense qu'au-delà finalement d'un intitulé, il faut quand même, si on veut parler de transformation de notre société, il faut transformer les EHPAD. Quand on dit que ça doit être un lieu ouvert, ça doit être un lieu où on peut accueillir des étudiants, des foyers de jeunes travailleurs, des personnes handicapées, des personnes âgées, organiser aussi, de pouvoir avoir la possibilité de faire des séjours temporaires pour des personnes, par exemple, une personne qui est en chimio, qui a 50 ans, qui vit seule à son domicile. C'est très compliqué de se réorganiser et de pouvoir bénéficier de lieux qui soient vraiment en centre-ville, avec autour un restaurant tenu peut-être par un ESAT, une maison médicalisée qui sera ouverte à tous avec des téléconsultations, à tous, quand je dis c'est à tous, c'est à la cité comme aux gens qui seraient dans cet établissement, avec un engagement au sein de l'établissement de tous, la possibilité aussi d'avoir une crèche, enfin d'en faire des lieux ouverts et centrés, et ce que j'avais appelé des maisons, les MADA, les maisons d'accueil et d'accompagnement, et je pense que là, on serait beaucoup plus dans une modification de l'image. Ensuite, je voudrais dire que le vocabulaire, il a vraiment, vraiment son importance, puisqu'il y a une étude, je vais finir par ça, une étude qui a été élaborée par des psychosociologues aux États-Unis et qui ont pris 2 groupes de personnes âgées pendant plusieurs jours. Un groupe... donc ils ont mesuré en amont donc la rapidité de marche, les troubles mnésiques, etc. pour les 2 groupes. Et un groupe, pendant 3 jours, ils leur ont fait subir des images absolument épouvantables du vieillissement, avec que des connotations négatives, les pertes de mémoire, l'isolement, le handicap, la dépendance, voilà. Et puis de l'autre, ils ont montré que des images positives de la personne âgée inscrite dans la société, qui aide ses petits-enfants, qui participe à tout, qui fait de l'activité physique. Et à l'issue de ces 3 jours, ils ont mesuré les capacités, les mêmes. Donc le groupe pour lequel il y a eu des images positives avait une amélioration de ses capacités mnésiques,
en très peu de temps, et ils marchaient plus vite. Donc vous voyez que l'impact des mots et des comportements, voilà. Alors on peut que se réjouir, pour finir, que qu'il va y avoir, donc la première mesure, c'est de lancer une grande campagne en fait, sur le changement de regard sur l'âge, et on peut espérer qu'elle soit réussie, parce qu'on va voir que derrière, il peut y avoir finalement des pratiques qui vont profondément changer. Voilà. Merci beaucoup. Alors vous avez évoqué justement aussi l'importance de la disponibilité des infrastructures, l'ouverture effectivement sur la ville. Et c'est vrai que avoir notamment accès à des services de santé, c'est primordial, déjà pour rester en bonne santé, donc pour continuer effectivement à rester acteur de sa vie. Mais comment fait-on, et c'est Didier, peut-être que vous pourrez nous apporter quelques points d'éclairage. Finalement, voilà, quand on est isolé, quand on est dans un désert médical, voilà, comment est-ce qu'on fait pour justement garder l'accès à ces infrastructures. Alors on parle beaucoup de téléconsultation, de télémédecine, de services de santé, maisons médicalisées. Concrètement, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que c'est encore une utopie ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour faire en sorte que les gens soient effectivement moins isolés et qu'ils aient effectivement accès à ces services ? Vaste question. Où on en est ? On en est en pleine réflexion. C'est terrible d'être toujours en réflexion. Non, je pense que surtout, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut être agile et il faut imaginer des solutions en sortant un peu parfois, en s'obligeant de sortir des carcans réglementaires qui sont, je pense, une grande chance parfois, mais une grosse contrainte aussi dans notre beau pays. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de situations différentes entre la ville, la campagne, des centres très dotés sur le plan médical et d'autres qui ne le sont plus. Je pense que personne ici n'ignore la difficulté de plus en plus grande d'avoir un rendez-vous chez son médecin et encore pire chez un spécialiste chez lequel on n'a pas l'habitude d'aller. Donc ce que l'on rencontre ici dans des grandes villes comme Paris, vous pouvez imaginer comment c'est encore plus complexe lorsqu'on s'éloigne des grandes cités et des grands CHU. Donc ça, c'est une réalité auquel on est tous confrontés et auquel les personnes que nous accompagnons dans les établissements sont aussi confrontés. J'ai eu le plaisir de faire un petit tour de France l'année dernière pour aller à la rencontre des équipes sur un certain nombre de nos établissements sur tout le territoire national. Et c'est vrai que partout, il n'y a pas une équipe qui ne m'a pas exprimé ses difficultés à avoir des médecins généralistes qui se déplacent en établissement, de pouvoir avoir des conseils de gériatres, de gérontopsie, de neurologues, etc. Donc c'est une vraie réalité. Et puis ça s'étend aussi à tous les professionnels de santé que sont les infirmiers, les kinés. Enfin, voilà, j'ai une mère très âgée aujourd'hui qui a besoin de soins à la maison et je sais les difficultés qu'elle a pour trouver un ou deux cabinets d'infirmières libérales qui veuillent bien venir voilà, je vais rentrer dans le détail, mais venir faire un pansement, et c'est vrai que venir faire un pansement qui doit être fait le matin en arrivant le soir à 18h parce que on n'a pas le temps de venir plus tôt. C'est vrai que pour la personne qui est là finalement bloquée chez elle, qui ne peut pas sortir et qui ne peut même pas prendre sa douche parce qu'elle attend qu'on vienne refaire son pansement. Enfin voilà, ça c'est le quotidien, je pense, de la grande majorité des personnes qui aujourd'hui ont besoin de soins. Donc la réflexion, elle doit être multiple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas une solution. Donc on a beaucoup pensé télémédecine, téléassistance, plateforme, tout ça, ça allait être génial, ça allait être tout réglementé. On n'a pas pensé que tout ça, ça s'organisait, ça nécessitait une organisation, une planification, des gestions d'agenda extrêmement précis de la part du médecin qui est d'un côté de la ligne et du patient et de son équipe qui est de l'autre côté. Donc, bien sûr, il ne faut pas jeter en bloc toutes ces solutions. Ces solutions sont aujourd'hui très utiles et on est, je pense, à l'aube. Alors beaucoup parlent d'ubérisation de la médecine. Alors c'est vrai que ça peut faire peur. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on a des technologies qui changent et qu'on a des besoins qui changent, qu'on a aussi des mentalités qui changent. Aujourd'hui, beaucoup ne font plus médecine pour faire médecine pendant 50 ans, à temps plein, corvéable les week-ends et les soirs. Donc là, les mentalités
ont changé, aussi bien de la part des patients que de la part des professionnels de santé. Et donc, il faut pouvoir s'adapter à ça. Delphine, tu parlais tout à l'heure de l'établissement ouvert. Ça, on y croit beaucoup. On pense qu'aujourd'hui, un établissement, s'il veut pouvoir continuer finalement à fonctionner bien, il doit être de plus en plus ouvert sur la ville, sur la société, ne plus être un lieu d'enfermement, c'est-à-dire que ça doit être un lieu de flux, d'entrée et de sortie. Et donc, c'est vrai que parmi les solutions, c'est pourquoi pas d'accueillir au sein de ces structures les professionnels de santé qui sont nécessaires aussi bien sur la ville, mais aussi au sein de cet établissement. Je suis médecin, je suis gériatre, mais il y a vraiment quelque chose qui me dérange depuis le début dans cette dénomination, notamment des EHPAD, c'est que pour moi, être vieux, ce n'est pas forcément être malade et avoir besoin d'une infirmière et d'un médecin qui vous tiennent la main tous les jours. Par contre, on a besoin d'aidants, d'accompagnants, de personnes qui sont là pour vous soutenir moralement, pour vous aider à supporter finalement le quotidien, à vous accompagner, à vous aider à sortir. J'ai vu des modèles, ne serait-ce que pas très loin de chez nous, à l'échelle de l'Europe, dans des pays du Nord ou dans des pays un peu plus à l'Est, où le modèle aujourd'hui de l'accompagnement des aînés n'est pas un modèle construit et pensé par des médecins et des infirmières, qui est un modèle pensé par des professionnels sociaux, médico-sociaux, avec un certain nombre de professionnels et de non-professionnels qui viennent accompagner le grand âge. Et les professionnels de santé, bien sûr, sont nécessaires, mais ils sont nécessaires dans des moments donnés. Et ces professionnels, ils doivent pouvoir intervenir. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup à ce modèle intégré où on a à la fois un lieu d'accompagnement, d'accueil, de soutien, d'aide, finalement, dans tout ce que l'on a vu important pour la personne dans son quotidien, et des professionnels de santé disponibles, mais aussi bien chez l'aîné qui vit en structure plus adaptée, parce que comme tu le disais, être dans un fauteuil roulant, ça nécessite un environnement très très adapté, ce qui n'a pas forcément la possibilité chez lui dans son appartement initial. Et puis ces professionnels qui sont aussi disponibles pour ces gens qui vivent à la maison, parce qu'on a tout autant besoin. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que les réflexions doivent être multiples. Il faut pouvoir à un moment donné sortir de ces carcans d'organisation et de réglementation qui ont vraiment saucissonné l'ensemble de nos métiers, l'ensemble des prises en soins. Et donc voilà, donc notre réflexion, c'est à la fois comment utiliser le digital pour créer des plateformes. Je sais qu'on teste aujourd'hui une plateforme digitale de soutien, comment dire, infirmier, avec une infirmière qui est là, disponible pour donner des conseils, suivre, guider, accompagner, orienter. Et moi, je crois beaucoup à ça, à ces plateformes de régulation, aussi bien infirmière que régulation médicale. Et ça, c'est une solution, mais ça ne répond pas à tout, parce qu'après, à un moment donné, vous avez besoin aussi de quelqu'un qui vient à votre contact, et de faire en sorte que les professionnels aient de l'intérêt à venir s'installer au plus près des personnes qui en ont besoin. Et c'est vrai qu'on peut se dire qu'un établissement d'hébergement du grand âge va concentrer le besoin. Et donc, pourquoi ne pas, demain, permettre à ces professionnels d'être là, parce que du coup, c'est moins de déplacements, c'est une plus grande disponibilité, parce qu'une plus grande proximité, mais en restant aussi ouvert sur le monde de la ville. Et c'est ça qu'il faut arriver à imaginer, c'est faire cohabiter aujourd'hui des professionnels qui se sont finalement qui ont mis des barrières entre les professionnels qui travaillent en milieu hospitalier, ceux qui travaillent dans le secteur médico-social en tant que salariés d'une structure et ceux qui ont gardé ce statut de libéral. Voilà. Pour moi, je pense que l'avenir, c'est d'arriver à décloisonner tout ça et faire en sorte qu'on rende, qu'on fluidifie l'accès. Et le digital doit pouvoir être un moyen, sur un certain niveau, de réguler et de pouvoir donner des conseils pour orienter. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dernier point avec vous, Daphna. Le sentiment d'utilité, on l'a évoqué à travers les aînés, les personnes âgées dont vous vous occupez. Qu'en est-il des soignants ? Le sentiment d'utilité des soignants. Alors, c'est vrai, Didier le disait, aujourd'hui tout est réglementé, c'est vrai que c'est assez saccadé, on a des cadences très importantes en établissement. Les soignants sont aussi à la recherche de sens, aussi, veulent reprendre le temps, on court après le temps. Quel accompagnement spécifique vous avez justement vis-à-vis de vos salariés, comment vous les valorisez, comment vous les accompagnez ?
Alors, juste, parce que j'aimais bien ce que vous disiez, alors je vais un peu rebondir sur ce que vous disiez. Moi, je ne crois pas tellement dans le grand mot là, qui est utilisé en ce moment autour de l'EHPAD hors les murs. Par contre, je crois que grâce à la présence des EHPAD dans les quartiers, vous allez venir renforcer les services d'aide à domicile. Et qu'effectivement, il va falloir imaginer que tout le monde ouvre ses portes, que les gens qui sont à domicile, sur le point précisément là, que je soulevais tout à l'heure, d'isolement chez soi, et ben, que les gens puissent rejoindre l'EHPAD en journée, profiter des animations qu'il y a dans l'EHPAD, profiter des soignants qui sont présents là, tout en pouvant rentrer chez eux ensuite, avoir du répit pour les proches aidants et que les personnes fragiles puissent faire une pause dans l'établissement. Enfin voilà, il va falloir qu'on mutualise l'intérêt de chacun pour aider au mieux et différemment la population qui nous est confiée. Après, comment valoriser les gens, les aides à domicile qui travaillent dans nos différents services. Déjà, la sémantique, je pense qu'elle compte beaucoup. Il va falloir rayer de notre vocabulaire le terme d'aide ménagère, qui est insupportable, parce qu'en réalité, même si lorsqu'on intervient au domicile d'une personne uniquement dans un premier temps ou dans un temps très certain, peu importe, dans le cadre de l'entretien du logement, il se passe quelque chose au niveau du lien. Enfin, c'est pas pareil quand on aide, on fait le ménage chez une vieille dame qui sort moins, qui est moins en forme, que quand on va chez les actifs. Hein. Donc, moi, j'ai décidé au sein de mon équipe que qui pouvait le plus, pouvait le moins. Donc, en fait, j'ai pas des équipes dédiées pour des petites choses simples comme les courses et le ménage, et puis d'autres qui sont spécialistes de la toilette, etc. Moi, je pense qu'au contraire, d'ailleurs, ça permet de construire des journées en continu, et ça, c'est très important, de permettre aux professionnels d'avoir des temps pleins et de ne pas avoir des creux. Mais en plus, je pense que l'entretien courant du domicile, c'est aussi une première porte d'entrée pour commencer à créer du lien avec quelqu'un qui peut-être en réalité a besoin de plus, mais qui c'est acceptable pour elle d'accepter de l'aide pour du ménage parce que finalement les actifs ont tous leur femme de ménage, mais rien d'autre. Et qu'en fait après, tout le talent et la qualité de la professionnelle qui va venir, je dis là parce qu'il y a quelques hommes, mais quand même c'est majoritairement un métier de femme. Donc tant que la situation ne se sera pas inversée, je continuerai à dire les femmes. Voilà, c'est une première porte d'entrée pour créer du lien. Comment valoriser ? Bon, bien sûr que il y a des formations qui se sont mises en place, que la plupart des directeurs et des employeurs de ce secteur utilisent la formation comme un véritable levier. C'est très compliqué parce que dans la représentation de la plupart des gens, il y a quelque chose de noble autour du soin. Et autour de l'aide, c'est souvent associé au ménage et aux courses, et donc du coup moins valorisant. Moi, je crois qu'il y a quelque chose, on s'en est pas rendu compte, mais il y a quelques années quelque chose d'assez merveilleux qui est rentré dans le cœur de tous les Français, où en fait on voyait une auxiliaire de vie et personne s'est dit tiens, ça c'est une auxiliaire de vie, tiens, ça c'est le quotidien des services d'aide à domicile, parce que c'est vrai que ça se passe dans un château, que la personne elle n'a pas de problème économique, mais c'est intouchable. Quand on voit intouchable, en réalité, vous voyez, c'est un homme, voilà, en plus issu de l'immigration, qui à base pas de formation, etc. Et il va se passer quelque chose d'extraordinaire sur le plan du lien et de la relation à l'autre et la découverte de l'autre, qui va faire que c'est ça qui rend ce métier extraordinaire. Moi, c'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai eu envie d'écrire ce bouquin que Serge m'a beaucoup encouragé à écrire. C'est qu'en fait, moi, j'avais pas envie de vous parler de technique, j'avais envie de vous raconter les histoires incroyables qui se tissent derrière les portes des gens, entre leur auxiliaire et toute la vie d'un service. Parce qu'il y a aussi les grands oubliés dans notre métier. Et là, du coup, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à mes étudiantes qui sont dans la salle. C'est que pour qu'un service d'aide à domicile fonctionne, il y a toute une équipe en coulisses qui fait en sorte de
rencontrer les gens à domicile, de créer ce premier lien de confiance qui rendra possible ensuite que la porte s'ouvre sur l'aide à domicile, d'organiser, de transmettre à l'aide à domicile ce qu'elles ont perçu lors de cette visite à domicile, les recommandations, un peu beaucoup de planification. Et ça, j'espère beaucoup que la technologie va nous débarrasser de ça, parce que c'est la partie la moins intéressante de nos boulots et ça nous pompe pas mal d'énergie. Et voilà. Donc du coup, je crois aussi qu'en valorisant toutes ces équipes en coulisses, tout ce temps invisible que les gens ne voient pas, on comprendra mieux la complexité de nos métiers. Et comprendre la complexité, c'est aussi valoriser ce qu'on fait. C'est aussi se dire, ah oui, en fait, tout le monde n'est pas capable d'assurer le maintien à domicile et c'est bien une équipe qui en a la charge. Voilà. Merci beaucoup. Merci à chacun d'entre vous. Alors, on est évidemment très en retard, donc on va... On vous laissera à la pause revenir vers les intervenants voilà, pour échanger en direct avec eux. Et on va passer, Serge, à la deuxième table. D'accord.